Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Toutes les pièces portent la mention Union soviétique, donc vous savez qui est derrière ce qui se passe ici, le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus, c'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Le pion Neto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Enfin, tout s'écroule. C'est fini, plus de pouvoir. Décembre 1977. À Kinshasa, une cérémonie solennelle marque l'ouverture d'un nouveau mandat présidentiel. Candidat unique à la présidence du mouvement populaire de la Révolution, Mobutu est réélu avec 98% des voix. La Constitution de 1974 concentre entre ses mains l'ensemble des pouvoirs. Chef de l'État, chef de l'exécutif, responsable de la politique étrangère et du pouvoir judiciaire, commandant suprême des forces armées. Le 5 décembre, il prête serment pour un mandat de 7 ans. Mobutu règne en maître absolu. Déterminé à poursuivre le combat engagé en 1976 contre la crise économique qui frappe de plein fouet le Zaïre, il réaffirme sa volonté de relancer le pays. Dans les premières années du régime, l'économie zaïroise avait montré des signes de redressement. La réforme monétaire de 1967, menée avec l'appui du FMI et l'adoption en 1969 d'un code d'investissement plus libéral, avait favorisé l'arrivée de capitaux étrangers. La première foire internationale de Kinshasa, organisée entre juin et juillet 1969, attira de nombreux investisseurs et témoigna d'une ouverture nouvelle. Lors de sa prestation de serment en décembre 1970, Mobutu présenta un programme décennal baptisé « Objectif 80 ». Il visait à renforcer l'esprit civique, promouvoir la paix sociale, restaurer et moderniser les infrastructures, développer la production agricole, diversifier l'activité minière et organiser l'aménagement des villes et des régions. Entre 1971 et 1974, la politique économique prit un tournant décisif avec la zaïrianisation. Inspirée par un nationalisme économique affirmé, elle se traduisit par une série de mesures de nationalisation. Dès 1966, la loi Bakajika avait affirmé que la terre ne pouvait appartenir qu'aux Zaïrois. En 1973, cette orientation s'étendit. Plantations, fermes, pêcheries, carrières et une grande partie du petit commerce passèrent aux mains de nationaux. L'objectif officiel était de favoriser l'émergence d'une bourgeoisie zaïroise et d'une classe moyenne capable de soutenir le développement national. Cependant, l'application de ces mesures rencontra des difficultés. Beaucoup de nouveaux gestionnaires manquaient d'expérience, tandis que certains anciens propriétaires expropriés cessèrent volontairement d'entretenir leurs entreprises. Les déséquilibres s'accentuèrent, provoquant des pénuries et des tensions dans l'approvisionnement. Face aux problèmes rencontrés, une nouvelle étape fut franchie en décembre 1974, la radicalisation de la Révolution. Les entreprises nationalisées furent placées sous la tutelle directe de l'État. Des délégués généraux furent nommés pour en assurer la gestion. Mais cette mesure ne parvint pas à stabiliser la situation. Dans de nombreux cas, les sociétés se retrouvèrent en difficulté financière, incapables de rémunérer correctement leurs travailleurs. L'État dut alors intervenir par des subventions spéciales. Un observateur de l'époque résumait « Nous ne connaissons pas de cas où un acquéreur ou un délégué général ait permis à l'État d'indemniser l'ancien propriétaire. » En revanche, plusieurs entreprises se sont retrouvées dans l'incapacité de payer leurs employés. Après les difficultés liées à la zaïrianisation et à la radicalisation, le gouvernement lança en 1975 une nouvelle étape, la rétrocession. Les entreprises furent rendues à leurs anciens propriétaires, invités à s'associer désormais aux nationaux. Mais la méfiance s'était installée. Les investisseurs étrangers limitèrent leurs importations et transférèrent une grande partie de leurs bénéfices à l'étranger, craignant de nouvelles nationalisations. Cette période entraîna le départ massif des petits commerçants étrangers, portugais, pakistanais, grecs et autres, qui approvisionnaient jusque-là les campagnes. Leur retrait, combiné aux difficultés agricoles, fragilisa davantage les circuits d'approvisionnement. Sur le plan international, deux chocs vinrent aggraver la situation. La crise du dollar en 1971 et la forte hausse des prix du pétrole imposée par l'OPEP en 1973. Malgré ces tensions,
le taux de croissance du Zaïre resta encore positif au début des années 1970, passant de 9% entre 1967 et 1971 à 1974. Mais les signes d'un ralentissement apparaissaient. À partir de 1975, l'économie entra dans une phase critique. Le cuivre, qui représentait près de 70% des recettes en devises de l'État et constituait la base des exportations, connut une chute brutale sur le marché mondial. Ce retournement était d'autant plus sensible que le pays s'était fortement spécialisé dans ce secteur. En 1969 et 1970, les produits miniers représentaient plus de 80% des exportations et la Gécamine assurait l'essentiel de la production. Les recettes exceptionnelles du boom du cuivre au début des années 1970 n'avaient pas été mises en réserve. Une grande partie fut consommée par des projets coûteux, financés par un recours massif à l'endettement extérieur en 1973-1974. Lorsque les cours mondiaux se retournèrent, le Zaïre se retrouva face à des échéances financières lourdes et à des perspectives économiques fragiles. À cette fragilité interne s'ajoutèrent plusieurs facteurs extérieurs. En Angola, la guerre civile entraîna des dépenses militaires supplémentaires pour Kinshasa. En août 1975, la fermeture du chemin de fer de Benguela, reliant la province minière du Chaba à l'océan Atlantique, désorganisa les exportations et augmenta les coûts logistiques. Les conséquences furent profondes. Les importations chutèrent de près de 50%, réduisant l'approvisionnement en biens de consommation et en intrants industriels. Les recettes fiscales issues du commerce extérieur, qui représentaient environ 60% du budget de l'État, s'effondrèrent. La dette extérieure dépassa le $1 milliard en 1978. L'économie entra dans une phase d'hyperinflation. Entre 1977 et 1978, les prix doublèrent presque, tandis que les salaires réels chutèrent à environ un quart de leur niveau de 1970. Le déficit budgétaire atteignit l'équivalent de 9% du PIB. La production nationale recula fortement. En 1978, elle était inférieure de 17% à celle de 1974 et le secteur manufacturier ne fonctionnait plus qu'à 40% de ses capacités. Pour contenir le chômage, l'État augmenta artificiellement les effectifs de la fonction publique, aggravant ses charges financières. Les effets sociaux furent immédiats. La malnutrition s'accentua, les populations se tournèrent vers la spéculation, la contrebande et la fuite des capitaux pour survivre. La corruption se renforça, affaiblissant encore davantage l'administration publique. Sur le plan international, la confiance des investisseurs se détériora. Dès 1978, les flux de capitaux privés vers le Zaïre se réduisirent presque totalement. Le pays entra alors dans une période de grande dépendance vis-à-vis des bailleurs multilatéraux et bilatéraux, notamment le FMI et la Banque mondiale. Face à l'ampleur de la crise, le régime de Mobutu chercha à maintenir son contrôle sur l'État et à restaurer l'économie. Dès 1976, un premier programme de stabilisation fut mis en place, suivi en 1979 d'un plan plus ambitieux, le plan Mobutu. Ce plan triennal reposait sur 3 objectifs principaux: améliorer la gestion économique à tous les niveaux, stabiliser les équilibres financiers, relancer la production par un programme d'investissement. Le plan Mobutu couvrait 6 secteurs jugés prioritaires: agriculture, mines, énergie, transport, éducation et santé. Son coût total était estimé à 3,3 milliards de Zaïre, soit environ 2,1 milliards de dollars au taux de change de mars 1979. Le financement devait se répartir de la manière suivante: 50% pris en charge par l'État et les entreprises publiques concernées, 30% par des projets déjà existants, 20% par de nouveaux financements extérieurs. L'accent fut particulièrement mis sur l'énergie, 20% du budget, avec l'achèvement du complexe hydroélectrique Inga-Chaba, considéré comme une infrastructure stratégique. Le plan prévoyait également la réalisation de projets d'envergure dans les transports, la construction d'un pont mixte sur le fleuve Congo, baptisé Pont Maréchal Mobutu à Matadi, pour un coût estimé à 215 millions de dollars, le prolongement du chemin de fer Banana-Matadi, destiné à désenclaver le Bas-Zaïre et faciliter les exportations, l'amélioration des liaisons logistiques afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des infrastructures de ses voisins et de résoudre les difficultés liées au trafic fluvial et au transport par bac, souvent saturé. Quelques mois avant la réélection de Mobutu, à la crise économique s'ajoute une crise sécuritaire dans la province du Chaba. Le 8 mars 1977, le gouvernement annonce l'entrée dans la province de rebelles qualifiés de mercenaires angolais. 3 jours plus tard, le Front National de Libération du Congo, FLNC, dirigé par Nathanaël Bumba, revendique l'opération qu'il présente comme un soulèvement contre le régime. Composé d'environ 2500 hommes,
Pour la plupart d'anciens gendarmes katangais, réfugiés en Angola, cette armée rebelle s'empare de Kisangé, d'Ilolo et Kapanga, avançant vers Kolwezi. Les forces armées zaïroises, mal préparées, peinent à résister. Le 2 avril 1977, Mobutu fait appel à ses alliés. L'intervention militaire du Maroc et le soutien diplomatique de la France permettent au régime de reprendre le contrôle. Après 3 mois de combat, les rebelles se replient en Angola. Dans le meeting organisé le 29 mai à Kinshasa, à l'occasion de la fin de la guerre, Mobutu déclara « Après la victoire que nous venons de remporter et après que j'aurai réorganisé notre armée, je ferai en sorte que jusqu'à ma mort, ceux qui se complaisent à déstabiliser politiquement, économiquement et militairement notre pays ne soient plus jamais tentés de le faire en commençant par la région du Chaba. » Cette guerre des 82 jours conduit Mobutu à renforcer son pouvoir militaire. Il cumule les postes de commandant suprême, chef d'état-major général et commissaire d'État à la défense. Une réorganisation est menée, notamment au Chaba, où un dispositif de défense est établi le long de la frontière angolaise. La région militaire du Chaba fut confiée au commandement du général André Ikuku Moboto, surnommé « Serpent de rail ». Dans ses discours de mai et juillet 1977, Mobutu reconnaît publiquement les faiblesses de son régime et évoque le mal zaïrois, la corruption généralisée, la gabegie et le détournement de fonds qui minent les institutions et affaiblissent la cohésion nationale. Les rouages de l'État et tout poste administratif sont considérés par des cadres comme un instrument d'enrichissement individuel. Pour tout dire, tout se vend, tout s'achète dans notre pays. En janvier 1978, une autre crise éclate dans la région d'Idiofa. Un guérisseur, Martin Kazongo, fonde un mouvement religieux, la secte Nzambia Pungu, affirmant être la réincarnation de Pierre Moulélé, l'ancien chef rebelle lumumbiste exécuté en 1968. Ces adeptes, hostiles au régime et à ses symboles, s'en prennent au bureau du MPR. L'armée zaïroise réagit avec une répression brutale. Plusieurs localités de la région sont le théâtre de massacres. De nombreux proches de Moulélé, ainsi que des habitants accusés de soutenir la secte, sont exécutés. Agnès Luham, la mère de Moulélé, est arrêtée et traînée devant les habitants de Lukamba puis exécutée. Le 25 janvier, Martin Kasongo et 13 de ses compagnons, livrés aux autorités, sont exécutés publiquement. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katangais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des vols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Dans la nuit du 13 mai 1978, les Tigres du Front National de Libération du Congo, dirigés par Nathanaël Mbumba, lancent une attaque surprise. Venus de Zambie, ils franchissent une frontière mal surveillée et prennent de revers le dispositif zaïrois installé le long de l'Angola. Ils s'emparent de Muchacha, puis de Kolwezi, centre minier stratégique. Les forces armées zaïroises, mal préparées, essuient de lourdes pertes. Des avions et des hélicoptères sont détruits. Dans Kolwezi, les rebelles s'infiltrent, enrôlent des jeunes chômeurs et recrutent jusque dans les milieux de la pègre. Rapidement incontrôlables, ces groupes commettent pillages, violences et exactions contre la population locale et contre les Européens installés dans la cité minière. À Kolwezi, les parachutistes zaïrois, envoyés en renfort, subissent des pertes sévères. Le major Maélé, commandant du 311e bataillon, prend alors la tête d'une contre-offensive. Avec 200 hommes, il réussit à rallier Kolwezi depuis Lubumbashi et à reprendre l'aéroport, offrant à Mobutu sa première victoire sur le terrain. Mais la situation reste dramatique. Le 14 mai, une trentaine d'Européens sont massacrés dans une villa du quartier P2. Officiellement attribués aux rebelles, ces massacres sont plus tard entourés de soupçons. Certains témoignages évoquent une possible implication des soldats de Mobutu eux-mêmes. Craignant un bain de sang
Parmi les quelques 2500 Européens présents à Kolwezi, Paris et Bruxelles décident d'intervenir. Le président Valéry Giscard d'Estaing ordonne le déclenchement de l'opération Léopard, appelée aussi Bonite. Le 19 mai, des parachutistes français de la Légion étrangère sautent sur Kolwezi, suivis le lendemain par un second contingent. Leur intervention permet de reprendre la ville et de sécuriser les installations minières. Un pont aérien franco-belge évacue en 2 jours plus de 2000 ressortissants européens, tandis que les Américains apportent un soutien logistique. La deuxième guerre du Chabat prend ainsi fin. Mais cet épisode met en lumière la fragilité du régime zaïrois, dépendant de l'aide étrangère pour maintenir son autorité sur le territoire et protéger ses ressources stratégiques. Les guerres du Chabat convainquent le régime Mobutu de sa débâcle croissante. Elles forcèrent le chef de l'État zaïrois à recréer le poste de Premier ministre, supprimé 10 ans auparavant, et même lui inspirèrent la restructuration de l'organigramme administratif à la tête des provinces, voire l'idée d'une certaine décentralisation. Rappelez-vous la situation particulièrement préoccupante au plan économique que nous avons traversée tout au long de l'année 1979. Au regard des résultats manifestement peu flatteurs que nous avons enregistrés à la fin de l'année dernière, très peu croyaient encore à nos capacités et à nos chances de survie. Mais voilà que, courageusement, et contre toutes les prophéties, nous avons pris le taureau par les cornes et sommes en train de démontrer aujourd'hui que nous sommes véritablement sur la voie du redressement économique de notre pays. Après les soubresauts sécuritaires, la bataille pour la relance économique reprit son cours. La relance de l'économie fut appuyée par les institutions internationales, la CEG, le FMI et la Banque mondiale, ainsi que par plusieurs pays considérés comme alliés du Zaïre. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, la France, la RFA, l'Italie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Japon. À plusieurs reprises, des conférences se tinrent à Bruxelles et à Paris pour débattre de la situation. Le FMI mit en place un programme de stabilisation tandis que la Banque mondiale proposa un programme d'investissement. Le programme de stabilisation débuta officiellement le 12 mars 1976 avec le détachement du Zaïre monnaie de sa parité avec le dollar et son rattachement au DTS. À partir de 1980, des signes de reprise apparurent. Le taux d'inflation, qui atteignait 110% en 1980-1979, fut ramené à 50%. Le PIB commercialisé, en déclin constant depuis 1975, repassa dans le positif, à plus 1,8%. La production minière, instable depuis plusieurs années, se redressa. La balance des paiements, déficitaire depuis 1974, afficha un excédent de 48,5 millions de zaïres. Même les réserves d'échange, bien que toujours déficitaires, se redressèrent légèrement. Ce frémissement encourageant restait fragile. Le gouvernement, dirigé par Kengo Wadondo, premier commissaire d'État, tenta de maintenir le cap malgré une conjoncture mondiale incertaine. Le plan Mobutu, plusieurs fois retardé et modifié depuis 1977, entra enfin dans sa phase d'exécution. Ses priorités : réduire les dépenses publiques, accroître les recettes fiscales, stimuler la production minière et agricole, développer les infrastructures, améliorer la gestion des comptes et dévaluer la monnaie. Mais la politique monétaire eut un coup lourd. Entre 1976 et 1983, le Zaïre fut dévalué à 6 reprises et perdit 98% de sa valeur. Pourtant, de grands projets d'infrastructure virent le jour. Le barrage Ingad mit en service son premier groupe en 1982, suivi de l'ouverture de la ligne d'évacuation de l'énergie. Le pont Maréchal Mobutu de Matadi, commencé en 1979, fut inauguré en 1983, devenant un symbole de modernisation. L'opposition d'abord, selon vous, c'est quoi? Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air Zaïre, ambassadeur, eh bien, depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri et pour vous, c'est un opposant. C'est à eux à se conduire pendant cette période convenablement en principe. Et ce même Mobutu qu'on chantait hier, avant-hier, on le traîne dans la boue. Ne confondez pas les choses. Mais est-ce qu'ils doivent chanter encore alors vive Mobutu? Comment? Je n'ai pas besoin de cela. Croyez-moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de 27 millions
de citoyennes et de citoyens que je dirige, eh bien, les quelques aigris là, comme on le chante chez vous, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est une caravane de 27 millions d'habitants. Je vous remercie. D'abord, sachez que quand vous dites très bien que j'étais dans le gouvernement de M. Mobutu, ce n'était pas par le choix de M. Mobutu. J'étais député au moment où M. Mobutu venait de faire son coup d'État. Et il avait donné un semblant de collaborer avec le Parlement qui existait à ce moment-là, dont les membres venaient d'être élus au mois de mai 1965. Et en signe de cette collaboration, il a demandé aux députés, aux sénateurs que nous étions à ce moment-là, de désigner par province une personne qui serait dans son gouvernement. C'est ainsi que j'ai fui désigné par mes collègues députés, sénateurs de ma province à ce moment-là, qui s'appelait Sud Kasaï, pour entrer dans le gouvernement de M. Mobutu, où j'ai rempli les fonctions de ministre de l'Intérieur. Tout de suite après, M. Mobutu a supprimé le Parlement, il a interdit les partis politiques, il a supprimé les syndicats, etc. Et je suis resté ministre et bien sûr, immédiatement, je me suis mis avec d'autres collègues à faire pression sur M. Mobutu pour faire comprendre l'intérêt qu'il y avait à revenir à la vie démocratique normale. Il a fini donc par, comme j'étais ministre de l'Intérieur, il a fini par me charger d'élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum populaire. Ce qui avait été fait est que cette constitution fut promulguée le 24 juin 1967. Le 20 mai 1967, nous venions, M. Mobutu, moi-même et d'autres amis, de créer le mouvement populaire de la révolution, le MPR. L'article 4 de cette constitution consacrait le bipartisme. Ceci, c'est pour souligner que le MPR n'a jamais été créé comme parti unique. Immédiatement après ce projet, il m'a invité de l'intérieur pour la justice, après la justice, le plan. Tous les amis avec lesquels nous avions du poids autour de lui, il nous a envoyés à l'extérieur comme ambassade. Moi, j'étais à l'ambassade. Moi, j'étais envoyé comme ambassadeur du Zaïre au Maroc. Et au mois de mai 1970, M. Mobutu réunit son congrès et supprime l'article 4 de la Constitution et institutionnalise le MPR, donc à la manière que vous connaissez, un parti dont les membres le sont par naissance. Et bien sûr, vous savez, on ne pouvait pas engager la lutte tout de suite. Il était en position de force. Il fallait du temps. Et le temps, justement, nous avait été donné par la nouvelle réélection. Nous avons été réélus cette fois-ci démocratiquement aussi, parce que après la guerre de Chabat, nous croyons que le président Carter avait fait de pression sur lui et nous avons eu des élections réellement démocratiques. Une fois élus, nous avons alors tenu cette fois-ci à faire valoir nos prérogatives constitutionnelles et à nous montrer, à engager toutes sortes de contrôles de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Au fil des années, Mobutu commença à se méfier de ses proches collaborateurs qu'il considérait de plus en plus comme de potentiels rivaux. Sa stratégie, souvent qualifiée de politique de la chaise musicale, consistait à éloigner les figures influentes en les nommant à des postes diplomatiques à l'étranger. Ainsi, en 1969, Bomboko quitta le gouvernement pour devenir ambassadeur à Washington, succédant à Cyril Adoula. L'année suivante, après avoir condamné la répression des étudiants, Étienne Tshisekedi fut lui aussi écarté. Il fut nommé ambassadeur au Maroc en septembre 1970. Ces mises à l'écart permirent à Mobutu d'asseoir progressivement son autorité sans contrepoids. Mais à la fin des années 1970, les tensions ressurgirent. En juillet 1979, de violents incidents éclatèrent au Kasaï oriental. Des exploitants clandestins de diamants furent massacrés lors d'opérations de répression à Katekelayi et Loamuela. Alors que le gouvernement évoqua 3 morts, plusieurs députés, dont Tshisekedi, avancèrent un bilan bien plus lourd, estimé entre 120 et 230 victimes. Ils adressèrent une demande d'enquête parlementaire au président, mais Mobutu la rejeta avec fermeté et avertit les parlementaires « Vous voulez ma peau, vous ne l'aurez pas, ou vous la paierez très cher, car moi, je peux avoir votre peau quand je veux et comme je veux. » Face à ces contestations, le régime organisa, le 25 novembre 1979, de grandes manifestations de soutien à Mobutu, à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Ces rassemblements étaient à présenter comme la preuve que la population restait attachée à la révolution zaïroise et à son président. Le 4 février 1980, Mobutu durcit encore son discours.
Dans une allocution solennelle, il mit fin à toute illusion d'ouverture, plus question d'interpeller les ministres ni d'évoquer le multipartisme. Le Parlement fut rapidement marginalisé, remplacé par un comité central du MPR dont tous les membres étaient désignés par le chef de l'État. Quelques mois plus tard, en novembre 1980, un événement marqua un tournant. 13 parlementaires, parmi lesquels Étienne Tshisekedi, rédigèrent une lettre ouverte restée célèbre sous le nom de « Lettre des 13 parlementaires ». Ils y dénonçaient la dérive autoritaire du régime, la corruption généralisée et l'appauvrissement du peuple, appelant à une véritable démocratisation. Leur texte soulignait que, malgré 15 années de pouvoir, le Zaïre était plongé dans une profonde crise politique, économique et morale. Citoyen président fondateur, si, au terme de ces 15 ans d'un pouvoir que vous avez exercé sans partage, nous avons connu des périodes de prospérité, entre les années 1967 et 1970, ce dont nous vous félicitons, nous devons cependant reconnaître que depuis lors, la situation du Zaïre est devenue de plus en plus préoccupante sur tous les plans. Déjà en 1977, ne disiez-vous pas vous-même avec raison, l'état actuel de notre société est des plus préoccupantes et chaque secteur de la vie nationale se trouve dans un état critique qu'il serait vain d'ignorer. Et vous posiez le diagnostic en précisant que le mal zaïrois n'est pas d'ordre économique ou administratif. Il est essentiellement d'ordre politique et moral. En d'autres termes, il y a une crise profonde de confiance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà 15 ans que nous vous obéissons. Que n'avons-nous pas fait durant ce temps pour vous être utiles et agréables? Chanter, danser, animer, bref, nous sommes passés par toutes sortes d'humiliations, toutes les formes d'avilissement que même la colonisation étrangère ne nous avait jamais fait subir. Après ces 15 ans de pouvoir que vous avez exercés sans partage, nous nous trouvons en présence de deux camps absolument distincts. D'un côté, quelques privilégiés scandaleusement riches. De l'autre, la masse du peuple croupissant dans la misère noire et ne comptant plus que sur la charité internationale pour survivre tant bien que mal. Et quand cette charité arrive au Zaïre, les mêmes riches s'arrangent pour la détourner au détriment des masses misérables. En refusant de démocratiser réellement le pays, en imposant un unanimisme de façade qui ressemble de plus en plus à une paix de cimetière, vous avez interdit à notre peuple le nécessaire apprentissage de la libre confrontation d'idées dans un esprit d'émulation constructive. Citoyen, président fondateur, cette analyse froide démontre qu'un problème grave se pose à notre société. Vous avez souvent dit qu'un vrai chef reconnaît ses erreurs. Vous l'avez souvent fait. Mais le drame, c'est que vous n'en tirez pas toujours toutes les conclusions. Et le pire, c'est que vous faites un pas en avant et 3 pas en arrière. Cette prise de position fut le point de départ de la création, en février 1982, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, premier parti d'opposition clandestin au Zaïre. La réaction du régime fut immédiate. Arrestation, emprisonnement, torture et déchéance des mandats parlementaires. Certains opposants perdirent même la vie. L'opposition organisée au mobutisme venait de naître, mais elle allait payer un prix très lourd. Entre 1979 et 1983, le Zaïre connut un semblant de redressement économique. L'inflation ralentissait, la production minière se stabilisait et les partenaires étrangers soutenaient les efforts de relance. Mais très vite, les mêmes difficultés réapparurent, les causes profondes de la crise n'étaient pas réellement attaquées. Pour tenter d'assainir la situation, les institutions internationales mirent le Zaïre sous étroite surveillance. Des experts étrangers furent placés à des postes stratégiques, aux douanes, à l'Office national des transports, à la Gécamine. Le FMI dépêcha même l'un de ses hommes, Erwin Blumenthal, un banquier ouest-allemand, à la tête de la Banque nationale du Zaïre. Sa mission, moraliser l'administration et rétablir l'ordre dans les finances publiques. Mais après 2 années de lutte, minées par les pressions politiques, les menaces et l'ampleur de la corruption, Blumenthal quitta Kinshasa. Rentré en Allemagne de l'Ouest, il laissa derrière lui un rapport sans concession. Il y écrivait « Le système de corruption en vigueur au Zaïre, sous ses aspects les plus sordides, anéantit toute tentative de redressement. On ne peut pas plus empêcher Mobutu de piller qu'empêcher un chat d'attraper les souris. » Selon lui, la présidence elle-même constituait le principal obstacle à tout contrôle budgétaire. Il y a un seul obstacle majeur qui anéantit toutes les perspectives de redressement. La corruption de l'équipe au pouvoir. Aucun des responsables du Fonds ou de la Banque mondiale n'ignore que toute tentative visant à un contrôle budgétaire plus strict tourne court devant un obstacle majeur, la présidence. Qui va crier « aux voleurs » ? Il est impossible de contrôler les transactions financières réalisées par le bureau de la présidence. Dans ce bureau, on ne fait plus la différence entre les besoins personnels et les dépenses publiques. Comment les institutions internationales et les gouvernements occidentaux peuvent-ils continuer d'accorder aveuglément leur confiance au président Mobutu ?
En 1980, malgré une timide reprise, le PIB global retrouvait à peine son niveau d'avant l'indépendance, alors que la population avait doublé. La dette extérieure, elle, atteignait près de 5 milliards de dollars et absorbait une part croissante du budget de l'État. Face à cette impasse, de nouveaux accords furent signés en 1983 avec le FMI. Ils annonçaient une politique de rigueur, discipline budgétaire, dévaluation du Zaïre, réforme des entreprises publiques et respect strict des échéances de remboursement. Un programme intérimaire de réhabilitation économique, PRINT 1983-1985, fut lancé, misant sur les investissements publics. Mais faute de moyens, ces résultats restèrent en précaire. Le pays vivait ainsi dans une illusion de stabilité. Sous la surface, la corruption, l'endettement et la dépendance extérieure fragilisaient durablement l'économie zaïroise. Les mesures économiques décidées par le pouvoir et les institutions internationales eurent un défaut majeur. Elles excluaient le peuple. Tout se négociait entre l'État et ses partenaires extérieurs, comme si l'avenir du Zaïre pouvait se construire sans l'implication de sa propre population. Face à une réalité quotidienne marquée par l'inflation, les pénuries et l'effondrement des services publics, les Zaïrois inventèrent leurs propres solutions. Cette survie reposait sur l'économie informelle, la solidarité communautaire, et la mise en valeur des campagnes à travers de petites initiatives agricoles et d'élevage. La débrouillardise, appelée libanga, devint la règle. Elle s'exprimait sous de multiples formes, de la mécanique improvisée aux petits commerces de rue, en passant par des métiers inédits comme les kadhafis, revendeurs clandestins de carburant, les chargeurs, rabatteurs pour les taxis, ou les commissionnaires dans l'immobilier. Les phaseurs désignaient des enfants abandonnés délaissés par leur père naturel. Ces gamins en haillons errent la nuit, dorment dans un carton d'emballage et se nourrissent au hasard des poubelles. Ceux qui parviennent à se faire embaucher comme domestiques sont appelés les moineaux. La société se transforma. La bureaugamie, l'entretien d'un deuxième bureau, symbolisait une nouvelle forme de rapport social dans les villes. Le phénomène Mario, immortalisé par la chanson de Franco Luambo Macchiadi, dénonçait quant à lui la dépendance de jeunes hommes entretenus par des femmes aisées. Le libanga prit aussi une tournure plus risquée. Détournement de fonds pour nourrir sa famille, voyage à l'étranger sous couvert d'inscriptions scolaires ou commerce frauduleux du diamant, notamment au Kasaï. En 1983, à Brazzaville seulement, plus d'1,5 million de carats furent écoulés en 3 mois. Une nouvelle classe de parvenus, surnommée Sitansi, ceux qui ont grossi au-delà du raisonnable, émergea, affichant ostentation et arrogance. Pour se prémunir contre la crise, les solidarités locales se renforcèrent. Les associations familiales, tribales ou professionnelles jouèrent un rôle majeur, tout comme les Likelemba, système de tontine où chaque membre cotisait pour permettre à tour de rôle un investissement majeur. Dans les grandes villes, le quotidien bascula dans ce que l'on appelait le système article 15, débrouille-toi. C'est ainsi qu'une culture de la résilience naquit. La musique populaire, portée par Franco, Papa Wemba ou Koffi Olomide, chantait à la fois la misère, la débrouillardise et l'orgueil d'un peuple. La société des ambianceurs et personnes élégantes illustrait ce paradoxe. Au cœur de la pauvreté, l'élégance vestimentaire devenait un acte de dignité et de résistance symbolique. Dans un contexte de crise économique et sociale, une autre forme de réponse collective prit racine. Le retour au mysticisme et à la religion. D'abord, les églises reconnues virent affluer des fidèles toujours plus nombreux. L'église kimbanguiste, l'église du Christ au Zaïre et l'église catholique connurent une vitalité renouvelée. La paroisse, désormais organisée en petites communautés ecclésiales de base dirigées par des laïcs, devint un espace de solidarité. Les vocations religieuses se multiplièrent et l'ancrage spirituel du pays se renforça. Le Bas-Congo et le Kasaï restèrent les grandes terres saintes, d'où surgissaient prophètes et enseignements. La prière prit alors une dimension pratique et collective. Obtenir une guérison, trouver un emploi, résoudre un conflit. L'Esprit Saint, invoqué lors de transes charismatiques, apportait souvent des réponses concrètes. La prière devait être rentable, au service de besoins immédiats. Mais cette quête ne se limitait pas aux églises traditionnelles, elle s'élargit à des courants mystiques venus de l'extérieur, témoins de Jéhovah, adventistes, mormons, mais aussi mouvements ésotériques, astrologie, rose-croix ou franc-maçonnerie. Même les élites et les intellectuels y trouvèrent refuge, souvent attirés par des pratiques perçues comme plus exigeantes que celles des églises classiques. Abstinence d'alcool, interdiction du tabac ou de la sexualité hors mariage. Pour beaucoup, ces nouvelles sectes offraient aussi une médecine de substitution. Alors que l'accès aux hôpitaux devenait un luxe, elles proposaient guérison et miracles. Mais surtout, elles constituaient des réseaux de solidarité. Entrer dans une secte, c'était rejoindre une communauté prête à soutenir moralement et parfois matériellement ses membres. Ce phénomène touche à toutes les couches sociales. Les élites y voyaient un moyen de consolider leur carrière, le peuple une promesse d'emploi,
de fertilité ou de survie. Dans ce climat d'incertitude, la religion devenait à la fois refuge et tremplin social. Parallèlement, un autre moyen d'adaptation s'imposa, le commerce. Avec la chute du pouvoir d'achat et l'effondrement des salaires, vendre devint un acte vital. Deux secteurs dominaient, l'alimentation et l'habillement féminin. Les dames de la haute société, elles, contrôlaient les circuits de distribution, accaparant des quotas de denrées revendus plus chers aux détaillants. Dans le domaine de l'habillement, les épouses d'hommes politiques, les hôtesses d'Air Zahir ou les commerçantes établies importaient bijoux, pagnes et vêtements à la mode, écoulés ensuite par des détaillantes locales. Ces échanges firent émerger une véritable classe de femmes commerçantes, organisées et influentes, qui s'associèrent notamment au sein de l'AFECOSA, l'association des femmes commerçantes du Zaïre. Peu à peu, les femmes zaïroises devinrent célèbres dans les grandes villes d'Afrique et jusque dans les capitales européennes, incarnant la débrouillardise et l'énergie de survie d'un peuple en quête de solutions. Après l'écrasement de la rébellion Simba au milieu des années 1960, Laurent-Désiré Kabila, l'un de ses cadres survivants, choisit de poursuivre la lutte armée puis le Kivu. Installé en 1967 à Fizi, dans le sud Kivu, il fonda le Parti de la Révolution populaire, PRP, et son bras armé, la Force armée populaire, FAP. Avec lui, quelques maquisards issus de la rébellion de 1965 reprirent les armes, bien que leurs activités restèrent localisées. Le district du Tanganyika, au sud, ne fut touché que ponctuellement, et ce n'est qu'au milieu des années 1980, avec les deux attaques de Moba, que cette zone revint au premier plan politique. Kabila avait, un temps, reçu le soutien d'Ernesto Che Guevara, venu à l'est du Congo en 1965, puis celui de réfugiés rwandais hostiles au régime de Grégoire Kayibanda. Mais les alliances furent fragiles. Dans cette région enclavée, une forme de cohabitation ambiguë finit par s'instaurer entre rebelles, militaires zaïrois et civils. Chacun profitait de la présence de l'autre. Un véritable système économique parallèle s'était recréé à travers des trafics divers. Armes, ivoire, or, viande de chasse. Les rebelles pouvaient même accéder à certains marchés villageois, commerçant presque librement. Mais l'usure du maquis, la faim et les conditions de vie précaires minaient progressivement leurs forces. Face à cette situation, Kinshasa comprit que la seule force militaire ne suffirait pas à mettre fin à la guérilla. À partir de 1979, Mobutu opta pour une stratégie de conciliation. Lors d'une visite à Kalemi, il aurait même ordonné l'ouverture de pourparlers avec les insurgés. Cette nouvelle approche trouva un artisan déterminant, Charles Mando Nsimba, originaire de Kala, nommé gouverneur du Kivu en janvier 1980. Mando entreprit des tournées dans les zones rebelles et constata lui-même l'entente tacite entre insurgés et soldats des phases. Convaincu que la pacification passait par la confiance des populations locales et par des garanties données aux rebelles, il plaida pour une amnistie. Celle-ci fut promulguée le 21 mai 1984 et appliquée malgré les réticences du régime. Cette ouverture eut un effet concret. De nombreux maquisards épuisés quittèrent les rangs et regagnèrent la vie civile. Si le noyau dur du PRP de Kabila resta actif, le mouvement était déjà affaibli par les défections et devait réagir face au risque de désintégration. Dans les monts Nzao, à l'ouest de Moba, Alphonse Kalabé regroupe des jeunes creuseurs d'or qui l'entraînent à la lutte dans l'espoir de rallumer la contestation régionale. De son côté, Kabila cherche à ouvrir un nouveau front dans le nord Katanga. Moba représente une cible stratégique. Faiblement défendue, la cité abrite plusieurs dépôts militaires des forces armées zaïroises. Kabila dispose aussi de réseaux locaux liés à ses activités de négoce. Pour lui, cette opération peut servir plusieurs objectifs. Fragiliser le programme de démobilisation conduit par le gouverneur et obtenir un soutien extérieur, notamment libyen, dans le contexte des rivalités régionales. Les intérêts de Kalabé et Kabila convergent. Une coalition se forme, environ 150 jeunes recrutés par Kalabé, une trentaine de partisans du PRP, ainsi que quelques déserteurs des phases. Le capitaine Kisimba, commandant de la garnison de Moba, facilite leur tâche en désarmant ses soldats peu avant l'attaque. Le 13 novembre 1984, la ville est investie en moins de 3 heures par 3 colonnes rebelles vers le camp militaire, l'aérodrome et le port. L'occupation dure 2 à 3 jours seulement. Dès le 15 novembre, les Phazaises reprennent le contrôle grâce à une opération combinée. Brigade de Kalemi et Lubumbashi, parachutistes de Kamina et unité navale du lac Tanganyika. La répression s'abat alors sur la population civile. Dans les semaines suivantes, quelques actions sporadiques éclatent dans la région, à Kalemi, Kabimba et Bendera, mais elles restent limitées et entraînent à nouveau des représailles contre les habitants. Militairement, l'opération est un échec pour les rebelles. Pourtant, le PRP s'en tire un certain bénéfice. L'événement attire l'attention médiatique, permet la récupération d'armes et de munitions et rallie de nouveaux partisans, notamment d'anciens alliés de Kalabé.
Kabila, bien qu'il ait suivi les opérations à distance, renforce son image d'adversaire du régime. Mobutu, pour sa part, proclame une victoire éclatante et se présente comme le garant de l'unité nationale. Les FAS, malgré leurs difficultés, obtiennent de nouveaux renforts en hommes et en matériel. Quant au gouverneur Mwando Nsimba, son action en faveur de la pacification et de la démobilisation gagne encore en crédibilité auprès des populations locales. La première guerre de Moba, malgré son échec militaire, avait offert à Laurent-Désiré Kabila une visibilité nouvelle et une certaine aura auprès de ses partisans. Mais cet élan reste fragile. Très vite, les réalités du terrain reprennent le dessus. Démobilisation progressive des maquis, épuisement des combattants et divisions internes. C'est dans ce climat d'incertitude et de remise en question que s'ouvre l'année 1985. Pour Kabila, reprendre Moba n'est pas seulement un objectif militaire, c'est aussi une manière de restaurer son autorité et de relancer un mouvement en perte de vitesse. Ainsi, moins d'un an après le premier assaut, une nouvelle offensive est préparée. Ce sera la seconde guerre de Moba. Conscient de l'enjeu, Kabila se rend exceptionnellement sur le terrain. À Wimbi, il harangue ses partisans et organise l'opération. 2 colonnes sont formées, environ 35 hommes par voie terrestre et 130 hommes par le lac. L'attaque est lancée le 17 juin 1985, mais dès les premiers affrontements, le plan échoue. À la plaine d'aviation de Moba, les assaillants sont contraints de battre en retraite jusqu'à Masséba, où ils tombent directement sous le feu. Contrairement à 1984, le PRP ne bénéficie cette fois d'aucune complicité locale au sein des FAS. L'armée réagit rapidement et neutralise l'offensive. Cette seconde guerre de Moba se solde par un revers net pour Kabila et ses partisans. Elle illustre l'affaiblissement progressif du PRP et les limites de son implantation régionale face à un pouvoir central qui, malgré ses faiblesses, conserve encore la capacité de répliquer efficacement. Le 29 juillet 1984, le Zaïre organise une nouvelle élection présidentielle. Comme lors des scrutins précédents, Mobutu Sese Seko se présente seul. Le vote prend ainsi la forme d'un référendum. Les électeurs doivent glisser dans l'urne un bulletin vert pour le « oui » ou un bulletin rouge pour le « non ». Sans surprise, Mobutu est réélu avec plus de 99% des suffrages. Le 5 décembre 1984, lors de son discours d'investiture, le chef de l'État annonce un changement d'approche. Il déclare vouloir dépasser les simples programmes de stabilisation et d'investissement menés jusque-là. Son objectif est désormais de lancer une action plus globale, intégrant tous les projets de développement et mobilisant l'ensemble des acteurs, l'État, les entreprises publiques, le secteur privé et la population.